Alors, bonsoir à toutes et à tous. Je suis ravi de vous retrouver pour déjà une 385e rencontre Vlil. Et ce soir, on est donc avec Valérie Clos pour son récit Aziza aux éditions Bucher-Chastel. Alors, Valérie, je suis ravi de vous rencontrer parce que votre récit m'a fait beaucoup penser à ma famille et je pense à beaucoup d'autres aussi. En 2004, vous écriviez déjà un roman qui s'appelait Encore un peu de patience avec la quête autour du grand-père et de la Du filiation. père, du père, du Du père, père, pardon, du père. et de la filiation, et vous vous lancez maintenant, à présent, dans la première fois, je crois que c'est la première fois, dans un récit familial. J'aimerais savoir comment est née cette idée. Est-ce qu'il s'agit de la découverte du carnet dont vous parlez à l'intérieur du livre ou pas? Qu'est-ce qui s'est passé pour que vous décidiez de franchir le cap, de raconter une histoire familiale? Alors, c'est pas la première fois, c'est la deuxième fois que je parle de ma famille. La première fois, c'était pour Plein Soleil. C'était en 2011, je crois, aux éditions Bucher-Chastel aussi. Et où je parlais de l'histoire de mon père. J'ai perdu mon père quand j'avais 13 mois. Et donc voilà, donc j'avais reconstitué un peu toute son histoire et c'était aussi l'histoire de ma famille. Donc c'est vraiment la deuxième fois que je parle de ma famille, même si celui-ci est quand même beaucoup plus romancé. Oui, alors justement, Donc, ouais, ouais. par rapport à cette histoire de raconter la réalité, de ne pas trahir, entre guillemets, ce qui s'est passé dans sa propre famille, comment vous avez négocié, comment vous avez équilibré la réalité et la fiction? Alors oui, ça c'est vraiment une question super importante parce que j'ai mélangé la réalité et la fiction. C'est-à-dire que je voulais pas que ça soit complètement, je voulais pas que ce soit un récit, donc je voulais que ça soit vraiment un roman et qu'on suive comme ça l'histoire de ma grand-mère, mais vraiment d'une manière fictionnelle. Donc effectivement, je me suis autorisée des. Moi, j'ai imaginé certaines choses qui n'existent pas, mais par exemple, bon, je ne vais pas tout révéler le roman, mais je me suis autorisée des choses dans le roman qui ne sont pas vraies. J'ai fait un mélange. D'accord. Alors justement, par rapport à tout cela, qu'est-ce qui déjà est véritable pour le coup? Oui, alors là, est-ce que je dois dire ce qui est véritable ou pas? En tout cas, est-ce que cette grand-mère existe? Est-ce que ce carnet de cuisine qui a été Oui, retrouvé? alors, ma grand-mère, elle existe. C'est vraiment un hommage à ma grand-mère. Vraiment, ma grand-mère, elle existe. Elle s'appelait Aziza. Bon, c'est toute l'histoire, peut-être que j'en parlerai plus tard, mais c'était pas son vrai prénom, Aziza. Enfin, si, c'est son vrai prénom, mais elle se faisait appeler d'un autre prénom. Euh, donc, ça, c'est vrai. Il y a plein de choses par rapport à mes émotions, par rapport à ce que j'ai ressenti, par rapport à tout ça. C'est vrai, il y a plein de choses de réelles, mais par contre, voilà, le carnet, je l'ai imaginé, mais ce que je dis dans le carnet, c'est réel aussi. Son histoire de mariage à 16 ans, tout ça, c'est la réalité. Très bien. Alors en fait, moi j'étais persuadé que tout était réel. En tout cas, j'ai pas senti le côté romancé parce que véritablement c'est très incarné, c'est extrêmement sensible. Euh, Ce qui se passe, c'est qu'il y a une double narration en réalité. La première narration, c'est vous-même, en tout cas c'est le jeu de la narratrice qui, après 30 ans en région parisienne, revient dans le Var, lieu de son enfance. Ça, c'est vrai. Ça, Ça, c'est c'est vrai. vrai. Voilà, ça c'est vrai. Et puis tout démarre par une affirmation intéressante, c'est celle d'un médecin qui affirme que les vertiges que la narratrice a seraient liés à la notion de déracinement familial. Alors ça, c'est quelque chose que j'ai entendu qui est réel, qui ne s'est pas passé là, mais qui s'est passé il y a quelques années, où un médecin vraiment m'a dit qu'il avait remarqué que les personnes qui souffraient de vertige avaient un déracinement dans leur famille. Alors moi au début, enfin, franchement, j'ai pas compris, j'ai gardé ça un peu dans ma tête. Je me dis, sur le moment, j'ai vraiment pas compris. D'abord, je ne savais même pas de quel déracinement il parlait parce que j'étais pas du tout là-dedans. Ça fait plusieurs années de ça. Et c'est en revenant vivre à Tamaris, dans donc, le quartier de mon enfance, où j'ai vécu quand j'étais de 4 ans à 18 ans, il y a pas mal de choses qui se sont passées. Notamment, je me suis aperçue, d'abord, le quartier de Tamaris, c'est un quartier donc, de la Seine-sur-Mer dans le Var. Et c'est un quartier où il y a. En fait, c'est Michel Pacha qui a fondé ce quartier. Et il y a beaucoup de maisons orientales.
fait, c'était un fou d'orientalisme. Donc, il y a beaucoup de maisons orientales, des palmiers. C'était une station balnéaire à l'époque. Et quand je suis arrivée, je me suis vraiment dit, mais voilà, ma mère a eu un coup de cœur pour ce quartier quand elle est arrivée là. Elle a voulu s'y installer. Je me suis dit, mais vraiment, on est. Est-ce que ça lui rappelle pas Constantine? Donc, ça a commencé comme ça. Et ensuite, je me suis souvenue de ce médecin qui m'a parlé de déracinement. Puis, il y a d'autres souvenirs qui me sont revenus de ma grand-mère quand j'étais sur un marché où elle a retrouvé un couscoussier. Enfin, peut-être que j'en parlerai plus tard aussi. Enfin, voilà, il y a plein de petites choses qui sont plein de souvenirs d'événements et j'ai rassemblé tout ça et j'ai commencé l'histoire. Est-ce qu'il y a un passage du livre qui m'a aussi intéressé, c'est que est-ce que vous avez le sentiment d'être passé à côté de vos grands-parents, notamment dans l'histoire de leur récit familial, où en effet il y a un silence, il y a un tabou, il y a une omerta finalement qui est douce, entre guillemets, mais on ne vous raconte rien. En Non, tout cas, à la narratrice, on ne raconte rien. Et c'est vrai que ça fait partie de cette génération-là de grands-parents dans les années 20, 30, 40 qui mettaient véritablement sous cloche ce qu'ils avaient vécu. Est-ce que c'était par traumatisme? Est-ce que c'était par pudeur? Comment vous expliquez ce phénomène qui se retrouve dans, j'imagine, beaucoup de familles, en tout cas dans la mienne, c'est sûr. ah oui. Ben, en fait, je savais que ma famille venait d'ailleurs parce que ma grand-mère, elle préparait des plats orientaux. Mes grands-parents, de temps en temps, ils parlaient arabe entre eux. Donc, bien sûr que je percevais que ma famille venait d'ailleurs, mais personne ne racontait cette histoire, c'est-à-dire cette histoire de un jour on a dû partir, on a tout laissé dans la maison, on a fermé la porte et on est parti et on a dû reconstruire notre vie. En fait, ça, c'était pas du tout raconté. Mais je pense que c'était un traumatisme et comme tout traumatisme, il valait mieux ne pas l'évoquer et puis se tourner vers l'avenir. Donc en fait, ce qu'ils cherchaient, c'était à s'intégrer et voilà, ils n'ont pas transmis cette histoire, enfin ce traumatisme-là du départ forcé. Et alors, ce qui donne envie à la narratrice de, je vais dire la narratrice du coup maintenant, hein, donc pas Valérie pour le coup, C'est un ce qui mélange, c'est moi et pas un moi, c'est mélange. un mélange. Voilà. Donc vous deux, ce qui déclenche ta curiosité, c'est ce carnet de cuisine, donc dans une malle, qui va véritablement être le point de départ de l'histoire, ou presque. Ce carnet qui est en réalité non pas un carnet de cuisine, en réalité c'est un carnet de cuisine, mais entre ces pages, il y a aussi le récit intime de votre grand-mère, de la grand-mère de la narratrice, en 1929, où il est question d'un mariage forcé à 16 ans. Cette découverte-là, comment elle s'effectue, dans quel état d'esprit vous êtes, comment vous avez réussi à romancer aussi cela. C'est une découverte forte. On sent, et on en parlera peut-être après, mais c'est la question de l'indépendance, de la liberté de cette femme-là qui, déjà en 1929, sent le danger arriver. Oui. Et surtout, comment on en arrive à des conséquences. On en parlera ensuite sur les générations d'après, notamment les parents. Alors, en fait, bon, ce carnet, comme je vous l'ai dit, je l'ai romancé. Mais en fait, ce qu'elle racontait, ma grand-mère, elle ne se plaignait pas, mais elle envoyait des petites phrases comme ça, du genre je me suis mariée à 16 ans. Alors, ça me restait comme ça. C'est vrai qu'on ne l'écoutait pas vraiment, on ne s'arrêtait pas vraiment sur ça. Mais je me suis mariée à 16 ans, maintenant, avec le recul, 16 ans, c'est pas rien. Après, elle disait je me suis mariée à 16 ans et je n'ai rencontré mon mari que 2 fois avant, enfin, je n'ai rencontré mon fiancé 2 fois avant de me marier. Enfin, c'est pas rien non plus. Euh, Elle l'a pas choisi. Enfin, et voilà. Donc ça, c'était des petites phrases qu'elle nous disait de temps en temps, mais je sentais bien que c'était quand même quelque chose qui avait été compliqué. Mais par contre, elle se plaignait pas. Voilà. Donc j'ai voulu reconstituer ça aussi et j'ai essayé de me plonger dans ce qu'elle a pu ressentir, dans qu'est-ce que ça peut faire de ne pas choisir son mari, de faire un mariage voilà, arrangé. Voilà, c'est comme ça que j'ai construit ce carnet. Puisque, en fait, le carnet, c'est vraiment les quelques mois avant le mariage. C'est ça, et le carnet s'arrête, en tout cas vous le faites arrêter 15 jours avant le mariage, ensuite Voilà, on n'a plus rien, exactement. on a un Et vide. il faut dire que ce carnet, c'est aussi des petits passages qu'elle met dans un carnet de recettes. Parce que ma grand-mère, pour moi, c'était quelqu'un qui cuisinait très très bien. Et ça aussi, j'ai voulu en parler.
Donc, pour moi, la cuisine, c'est vraiment quelque chose qui l'a représenté. Très bien. Dans le roman, vous écrivez aussi, alors je ne sais pas si c'est vrai ou pas, et peu importe, mais vous avez aussi Ouais. écrit des carnets que vous avez brûlés. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est le cas? Alors ça, c'est vrai. C'est alors brûlé, non, mais j'ai pas mal écrit pendant très longtemps et je m'en suis débarrassée Pour quelle à un raison? moment donné parce que c'était pas vraiment des textes, c'était plutôt des sentiments, des choses un peu fortes. J'avais pas forcément envie qu'on le lise, donc je m'en suis débarrassée. Et j'ai l'impression que vous le regrettez. Non, je pense pas, parce que là, là, elle racontait une histoire, donc je pense pas que ce soit des carnets qui sont constructifs. Donc non, non, je regrette pas. Très bien. Tout à l'heure, vous disiez que Aziza n'était pas son véritable prénom. En effet, son véritable prénom, c'est Louise. Euh, Non, son véritable prénom, c'est Aziza, Pardon. mais en fait, elle se faisait appeler Louise. C'est ça. Voilà, Notamment pour une question d'assimilation aussi. exactement. Et il y a une phrase dans le roman qui parle notamment d'assimilation, c'est celle-ci, s'assimiler parfaitement, c'est un peu disparaître. Est-ce que vous Ben êtes oui. sur la même lignée? Ben, c'est en fait en écrivant ce livre que j'ai trouvé que, en fait, en partant de cette histoire de Aziza, où elle voulait pas qu'on dise qu'elle s'appelait Aziza, alors que c'est un joli prénom, ça veut dire chérie, aimée en arabe. Elle voulait se faire appeler Louise pour ne pas se faire remarquer, pour voilà, s'intégrer. Et je me suis demandé, quand même, ça veut dire beaucoup de choses. Donc, est-ce qu'à force de vouloir effectivement s'intégrer, on n'oublie pas une partie de sa culture? Et je me demande si c'est voilà, c'est un questionnement, et d'ailleurs c'est un peu le questionnement du livre. Je ne sais pas si je réponds à cette question. En tout cas pour moi, euh, j'ai l'impression que d'avoir retrouvé cette histoire, d'avoir fait parler ma grand-mère, d'avoir retrouvé un peu ma culture, de plus en avoir honte, enfin, comme si en fait ce déni-là, c'était quelque chose de honteux. Ben, en fait, le fait de mettre ça en lumière, moi je trouve que ça m'a rendue plus complète. C'est ça, justement, j'allais y venir justement sur cette question de d'écrire sur cette famille-là. Qu'est-ce que ça a déclenché chez vous, au-delà des conséquences, mais également pendant l'écriture? Est-ce que vous vous êtes peut-être censuré? Est-ce que vous aviez de la pudeur à écrire certaines choses? Qu'est-ce que vous avez établi comme hiérarchie en fonction des informations que vous aviez? Comment vous avez vécu cette expérience? Alors moi en général je ne me censure pas, j'écris le livre d'une traite, justement parce que je ne veux pas qu'il y ait de censure, donc j'écris d'une traite et après je vois ce que je garde ou pas. Et là, j'ai pas vraiment censuré. Non, j'ai pas censuré mon texte. Je me suis, enfin, j'ai eu envie de raconter l'histoire de ma famille. J'ai eu envie de raconter l'histoire de ma grand-mère. Euh, c'est arrivé petit à petit. C'est vrai que c'est comme un puzzle. D'ailleurs, dans le livre, je l'explique. C'est comme un puzzle. C'est des souvenirs qui sont revenus et tout c'est plus ou moins emboîté. C'est des chapitres qui sont courts, mais tout à la fin prend un sens. Donc, je voulais à la fois raconter ce que c'était que le déracinement et ce que ça avait eu comme effet sur moi aussi. Parce que c'est ça, les symptômes aussi, c'est pas que les vertiges, c'est j'ai beaucoup déménagé. Dès que je suis dans un endroit, j'ai toujours peur de devoir partir. Alors après, ça m'est très personnel. Peut-être que mes cousins, mes cousines, ils n'ont pas la même chose. Mais moi, en tout cas, j'ai compris ça, qu'il y avait quelque chose où ben, habiter ici ou ailleurs, qu'est-ce que ça peut faire? Il y a rien, il y a pas de, j'ai pas de terre à laquelle me rattacher. Vous voyez, il y a plein de petites choses comme ça. Et ça, je l'ai compris en écrivant. Et c'est un livre qui de temps en temps, m'a fait pleurer. Euh, j'ai retrouvé des sentiments. J'ai retrouvé beaucoup de choses hyper importantes. C'est un livre qui m'a fait beaucoup de bien quand même en l'écrivant. Sur quel matériau vous vous êtes basé? Est-ce que vous avez interrogé des membres de votre famille?
Est-ce que vous êtes allé à la pêche aux informations pour ensuite tirer un fil conducteur ou pas du tout? Est-ce que ça reste uniquement issu de votre mémoire, de vos souvenirs, de vos... on parlera tout à l'heure des objets qui ont un sens aussi, une importance particulière. Oui. Mais sur quel matériau vous vous êtes finalement basé pour écrire ce roman? Alors, les souvenirs. Est-ce que les photos Ensuite, d'ailleurs, est-ce que le matériel photographique, les photos d'enfance, il y a juste la photo qui est là, c'est vraiment la photo de ma grand-mère. Non, c'est pas. Alors, non, non, c'est pas les photos, c'est vraiment les souvenirs, ou alors les souvenirs de photos aussi, mais pas les photos en matériel. Euh, Quoi d'autre Alors, j'ai un peu questionné ma mère. D'ailleurs, c'est dans le livre. Hein, je questionne ma mère, mais elle a peu de souvenirs finalement, alors que elle est arrivée, elle avait 15 ans. C'est aussi, je me suis aussi renseignée. J'ai lu des livres par rapport à la guerre d'Algérie. Je suis allée voir des témoignages. Je voulais que, en fait, ça soit un témoignage de ma famille, mais en fait, c'est quand même ça, ça concerne quand même beaucoup de familles, beaucoup de familles ont vécu ça. Donc, c'est assez riche au niveau des témoignages. Donc, j'ai aussi lu ça. Voilà, j'ai travaillé comme ça. il y a une question de Nathalie qui vous demande si vous vous êtes posé la question de la réaction de votre grand-mère, si elle était encore là, à la lecture du livre. Alors, Qu'est-ce qu'elle aurait pensé? moi, de ce que je peux ressentir, moi j'ai l'impression qu'elle serait fière, qu'elle aurait été fière, parce que c'était quelqu'un qui portait un monde en elle. Elle avait beaucoup de... Moi, je l'ai sentie très entravée, ma grand-mère. J'étais assez proche d'elle. Je pense elle aurait voulu voyager, elle aurait voulu travailler. Euh, enfin, voilà, je pense elle rêvait d'avoir une grande vie et elle n'a pas pu. Je pense que non, je pense que franchement, enfin, j'imagine qu'elle serait contente. J'espère. En effet, parce qu'elle n'a pas été épargnée par les grossesses, notamment. Ouais, elle Neuf a eu grossesses. en 9 ans. 20 ans, 9 grossesses. Ouais. Donc une grossesse tous les 2 ans quand même. Hein. C'est... Et vous questionnez même le temps qu'elle aurait pu avoir pour écrire ce carnet, par exemple. C'est pour ça que c'est là où j'ai douté sur la réalité ou pas Oui. voilà, Mais parce, du roman oui, ou parce pas. qu'en fait, elle écrivait. Alors, quand je dis elle avait une très jolie calligraphie, elle s'appliquait, elle aimait beaucoup lire. Elle était. Je pense que tout ce qui était de la culture française lui plaisait beaucoup. Donc, elle avait vraiment une attention par rapport à ça. Et alors, ouais, je pense elle avait pas. Je pense qu'elle n'avait pas le temps de s'occuper d'écrire, avec tout ce qu'il y avait à faire. Je pense elle n'avait pas le temps. Vous avez parlé de votre mère tout à l'heure. Elle intervient en effet à la fin du livre. Euh, est-ce Par petites touches, elle intervient par petites touches par moment. Oui, c'est ça. Mais notamment à la fin du livre où en effet elle, elle a une réaction particulière par rapport à votre quête, à la quête de la narratrice, de ressasser le passé. Est-ce qu'elle a lu le livre? Qu'est-ce qu'elle en a pensé? Qu'est-ce qu'il y a autour du rôle de la mère aussi qui est issu d'un mariage forcé, pour le coup? Euh, il y a quand même beaucoup de questions finalement dans cette relation-là, dans ce lien intergénérationnel que vous mettez en avant. Quel est le... Alors, ma mère, dans la réalité, c'est quelqu'un qui a grandi un peu en opposition par rapport à sa propre mère. C'est-à-dire qu'elle, elle a travaillé, euh, elle a fait un peu ce que sa mère aurait voulu faire. Donc, ma grand-mère était très fière du fait qu'elle travaille. C'était très important. Dans le livre, je le dis souvent, ma grand-mère était très admirative des femmes indépendantes, des femmes qui savent ce qu'elles veulent faire, des femmes modernes. Et ma mère, quand elle a lu le livre, en fait, le livre lui a plu. C'est,
voilà, elle a trouvé qu'il y avait plein de choses qui étaient justes, qu'il y avait plein de choses qui étaient vraies, même des choses qu'elle trouvait vraies alors que j'avais inventé. Ça aussi, c'est pas mal. C'est qu'elle a trouvé des choses réelles alors que je les avais inventées. Mais peut-être que parce que des fois, vous savez, quand on imagine, des fois, c'est plus réel que la réalité. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais le fait de recréer quelque chose dans l'imagination, parfois un écho de réel. Par rapport à ça, il y a une grande thématique aussi du roman, c'est celle de la mémoire. Euh, Oui, on parle de cette époque dorée où justement juifs, musulmans, chrétiens, toutes les religions vivaient en paix et harmonie à cette époque-là en Algérie. Et c'est vrai, on a tellement de oui, témoignages oui, qui oui. prouvent que c'est le cas. Et à chaque fois qu'on reçoit un auteur algérien, notamment, ou un auteur français issu de parents algériens, même d'Algérie française, à chaque fois, le même discours revient. Il y a Tout à cette... fait. Alors moi, c'est ce que j'ai Oui, toujours entendu hein, de ma mère. Elle disait que dans leur appartement, il y avait donc plusieurs étages, toutes les religions étaient mélangées. Ils faisaient à chaque fois qu'il y avait un mariage ou enfin une fête, tout le monde était invité, tout le monde se donnait s'offrait des gâteaux, des plats. Il n'y avait pas. Alors des fois, je me demande, je me pose la question, je me dis, est-ce que c'est pareil, est-ce qu'ils sont en train c'est de un fantasme. sublimer, voilà, est-ce que c'est une sublimation de la réalité ou c'était vraiment réel? Parce que vraiment, j'ai le sentiment qu'à Constantine, c'était, voilà, alors qu'il y a eu quand même, je pense qu'il y a eu des choses qui étaient compliquées. C'était pas si simple, moi je pense, mais bon, voilà, je sais pas. Mais c'est vrai que ça revient souvent, vous avez raison. Ah, ça revient souvent et c'est vrai que je ne comprends pas comment ça ne peut pas être aussi pris en exemple finalement avec les conflits qu'on a aujourd'hui et depuis de nombreuses années. On a l'impression que cette période dorée peut exister et personne ne la prend en exemple ou essaye de la faire revivre. Et c'est dommage, je trouve. Oui, Je trouve que à chaque fois, en tout cas dans les récits familiaux, on retrouve ce moment clé. On ne sait pas quand ça a basculé, mais il y a ce moment clé où il y a eu un possible, où il y a eu une période dorée où chacun a pu vivre l'un à côté de l'autre sans trop de problèmes. En tout cas, il y avait des oui, problèmes forcément, mais en tout cas, il y en avait moins. oui, oui, c'est vrai. J'aimerais vous interroger sur le rôle de l'écrivain. Vous écrivez à un moment donné, page 77. Je crois que c'est ce que j'essaye de faire lorsque j'écris, éclairer, remettre de la lumière dans les caves, les sous-sols, les endroits sombres, morts et oubliés. Est-ce que Mm. c'est ça le rôle d'un écrivain ou en tout cas le rôle que vous avez envie d'endosser? Ben, en fait, c'est par rapport un peu à mon parcours d'auteur et aux livres que j'ai écrits. Euh, j'ai le sentiment que les livres importants pour moi dans mon parcours d'écrivain, c'est vraiment ben, d'aller là où ben, c'est un peu sombre, où on ne veut pas trop en parler, et venir mettre de la lumière dessus pour ben, voilà, pour que ça soit plus doux. C'est ce que j'ai fait avec Plein Soleil, puisque j'ai parlé de la mort de mon père et on en parlait très peu. Euh, ben là aussi, avec Aziza, c'est mettre de la lumière sur une culture, sur quelque chose qu'on a oublié, quelque chose qui n'était pas raconté. Euh, ce déracinement, enfin, ce moment où il a fallu partir, où on a laissé. Je dis, c'est quand même pas rien. C'est comme, enfin, moi, ce qui m'a semblé étrange, c'est qu'on n'en parle pas, comme si c'était pas un traumatisme, alors que c'est pas rien de fermer la porte de chez soi, de tout laisser à l'intérieur, de partir parce que sa vie est en danger, euh, de quitter ses voisins, de quitter son pays, sa culture, d'aller dans un pays qui est le nôtre, certes, mais qu'on ne connaît pas. On a tout à réapprendre. On arrive, on n'est pas forcément bien accueilli. Enfin, tout ça, il faut s'acclimater, il faut refaire sa vie, trouver un travail, changer de travail. Enfin, c'est quand même pas rien. Et en fait, c'est comme si bah, c'était pas important parce qu'en fait, bah, il n'y a pas eu forcément de mort ou de voilà, c'est que des choses finalement matérielles, mais c'est pas rien non plus de tout laisser. Enfin, ça ne peut pas faire comme si de rien n'était. Et c'est ça que j'ai essayé de mettre en avant. Et on parlera du rôle des objets tout à l'heure, mais à l'époque, il y avait en effet un rôle tellement transgénérationnel des objets, de ce qu'on transmettait à ses enfants, que clairement, ce n'est pas rien.
Oui. Ah mais oui, oui, ben voilà, le trousseau, par exemple, le trousseau, bon maintenant, hein, le trousseau, on s'en fiche, mais à l'époque, le trousseau, c'était hyper important. Les assiettes, enfin tout ça, c'est vrai que maintenant, ça n'a plus d'importance, mais bon, pour eux, ça avait une importance, certainement. Valérie, j'aimerais que vous nous lisiez un premier extrait de votre Alors, essai. alors j'ai choisi un extrait où, en fait, je vais pas le lire en entier parce qu'il est un peu long, mais je suis donc sur le marché avec ma grand-mère et voilà, je suis sur le marché avec ma grand-mère. Un matin s'est arrêté devant un nouveau commerçant, un marchand de plats en bois d'olivier et de noyer. Il y avait une série d'objets, de la cuillère à soupe au bol en passant par des assiettes creuses. Elle s'est dirigée directement vers un grand plat en noyer, comme un énorme saladier, au rebord bas. Elle l'a pris dans ses mains, il devait être lourd, elle a eu du mal à le retourner. Elle cherchait le prix. Lorsqu'elle a lu l'étiquette, elle a haussé les sourcils et les épaules en même temps et l'a reposé. D'un geste familier, elle a caressé ses rebords intérieurs avant de se tourner vers moi. Allez, on rentre. Les bras chargés de courses, elle a lancé comme si elle se parlait à elle-même. Ils ne s'embêtent pas, ils vendent ça à une fortune. Eh ben, quand je pense que j'en avais plein la maison. En arrivant dans l'appartement, la première chose dont elle a parlé à mon grand-père, c'est de ce plat en noyer. Pour le désigner, elle a employé un mot en arabe dont je ne me souviens pas. Il a eu l'air de comprendre tout de suite de quoi il s'agissait. Il lui a répondu: Mais Lulu, tu aurais dû l'acheter. Il n'a pas insisté parce que ça avait vraiment l'air de la contrarier. Elle a disparu dans la cuisine préparer le déjeuner. Mon grand-père a allumé la télévision pour regarder les informations de midi. Je suis allée jouer dans la chambre d'amis qui, pendant les vacances scolaires, devenait la mienne. Je n'ai pas prêté attention à cette phrase. J'en avais plein la maison. J'ai peut-être imaginé qu'il s'agissait d'une maison qu'ils avaient eue avant cet appartement. Ça n'avait aucune importance. Ça ressemblait à une phrase dite en passant. En grandissant, cette scène du marché m'est souvent revenue en tête sans que je m'y arrête. Aujourd'hui, elle résonne et je comprends la charge émotionnelle qu'elle portait. Je regrette de ne pas avoir questionné ma grand-mère à son sujet. Raconte-moi, cette maison que vous aviez à Constantine, où était-elle située exactement? Dans quel quartier? Combien de pièces avait-elle? Que contenait-elle? D'ailleurs, s'agissait-il à proprement dit d'une maison, avec un jardin ou d'un appartement? Décris-la moi avec exactitude et dans le détail pour que son souvenir ne s'efface pas. Qu'elle ne reste pas un lieu fantôme qui erre dans le cœur et l'âme de tes petits et arrière-petits-enfants. Merci Valérie. Alors, Voilà. ironie du sort, j'ai Oui. choisi un extrait juste ensuite qui vient quasiment en miroir de Ouais. cet extrait-là. C'est page 136 parce que j'aimerais vraiment qu'on parle des objets. Ça me fait penser à Stéphanie Lamache qui est aussi présente ce soir. Elle a aussi écrit un livre, Objets trajets, et qui parle de ces objets-là, de la valeur sentimentale de ces objets-là. Et je vous lis parce que ce passage, il m'a marqué une fois de plus. Il y a beaucoup de passages qui m'ont Page marqué. 136. Page 136. Mmh. À Constantine, est-ce que leur appartement de la rue d'Amrémont existe toujours? Combien de familles depuis s'y sont succédées? Est-ce qu'il reste une trace de leur passage? Une marque sur un mur, un carrelage, un lavabo d'époque, un bout de plastique coincé dans une vitre, l'empreinte de la mezouza à l'entrée, cachée sous des couches de peinture. Est-ce que les habitants d'aujourd'hui savent qu'ici, un jour, ont vécu des gens qui ont dû partir précipitamment en laissant à l'intérieur leurs affaires? Que leurs peurs et leurs peines sont encore sur les murs? D'ailleurs, que sont-elles devenues, ces affaires? Des charges, encombrants, vendus, nouveaux propriétaires? Peut-être même que, à l'heure où j'écris, une femme de l'autre côté de la Méditerranée est en train de remuer de la semoule dans un grand plat en noyer que lui a transmis sa grand-mère, ignorant qu'un jour, il a appartenu à Aziza, petite fille de la Casbah d'Alger, et ses larmes sont incrustées dans le bois qu'elle touche. Tous ces objets hantent mes nuits, ils virevoltent au-dessus de ma tête, ils sont lourds et encombrants. Ils ont une puissance, ces objets, et je pense que quiconque a été sujet à toucher un objet de ses grands-parents a eu cette décharge électrique, ou en tout cas des souvenirs, c'est véritablement une puissance émotionnelle. J'aimerais que vous nous parliez de ça, de cette décharge qu'on peut ressentir
quand on touche un objet, quand on pense à un objet qui a appartenu à ses aïeux? Ben oui, un objet, ça a une histoire. C'est quelque chose, voilà, qui peut être transmis. Et ben, justement, dans mon histoire, les objets ils disparaissent. C'est-à-dire que effectivement, ce plat en noyer, il a disparu. Il est resté dans une maison. La personne qui l'utilise maintenant, elle sait pas, elle connaît pas son histoire. Moi, justement, mais les objets ont disparu. Euh, et ça, c'est pas rien. À un moment donné, dans le livre, je dis qu'en fait, j'ai du mal à m'attacher aux lieux et aux objets. Comme si, ben, voilà, ce qu'on m'avait transmis, c'est ne t'attache pas trop parce que tout peut disparaître, tout peut, voilà, tout peut partir du jour au lendemain, donc on s'attache pas. Donc j'ai un peu gardé, donc du coup, moi, j'ai un peu du mal à m'attacher aux objets à cause de ça, je pense, parce que je me dis, mais un objet, des objets de mes grands-parents, ils n'existent plus quelque part. J'ai un peu développé, alors je ne m'accroche plus, moi, finalement, ni aux lieux ni aux objets. Peut-être à cause de ça, je ne sais pas. Peut-être. Phrase dans le roman est la suivante. Dans la vie, il ne faut s'attacher à rien, ni aux objets, ni aux lieux. Du jour au lendemain, on peut tout perdre, et hop, on la transmet à ses enfants et ses petits-enfants. Voilà, c'est ce que j'ai eu l'impression qu'on m'a transmis. Voilà. Parce que ce qui est le plus important, c'est d'être vivant. Donc les objets, le matériel, on s'en fiche. Et est-ce que vous avez cette urgence aussi? On pense souvent à une valise, entre guillemets, prête, déjà prête pour partir, pour s'exiler. Quand on a été issu de familles de déracinés, la plupart du temps, on a aussi ce traumatisme, ou en tout cas cette hérédité qui se transporte. Est-ce que vous aussi, vous êtes dans cet état d'esprit-là? Est-ce que vous avez une sorte de déclic d'urgence au cas où? Alors oui, oui, je pense que ma mère l'a vraiment, elle l'a vraiment très fort. Et moi, je pense que je l'ai aussi un peu, c'est-à-dire que j'ai tendance à vouloir toujours m'alléger. Euh, à garder que l'essentiel. Alors, je ne me dis pas consciemment parce que du jour au lendemain, je peux partir, mais il y a quelque chose où c'est comme si c'était plus important, en fait, d'avoir du matériel, des choses qu'on transporte. Et en même temps, je suis admirative de ça. Enfin, chez les autres, je peux être très admirative. Vous voyez, à un moment donné, je lis dans le livre des maisons qui se transmettent, des objets qui se transmettent, mais c'est comme si moi, en fait, je n'avais pas accès à ça. Donc, du coup, je me dis à quoi ça sert ben, cet objet-là, bon, voilà, j'y tiens, mais c'est pas très grave si je le perds. Mais c'est un, c'est un peu symptomatique, je veux dire, c'est pas très naturel. Très bien. Et puis, il est question d'Enrico Macias, un petit peu en Ouais, filigrane, avec cette chanson magnifique pour ceux qui ne la connaissent pas, J'ai quitté mon pays, qui en dit beaucoup aussi, qui est véritablement un miroir du livre. Et c'est un autre personnage aussi qui va déclencher le départ d'Algérie, c'est Raymond Léris, qui oui, a Raymond né en Léris, ouais. 1961 et qui sonne l'alarme de partir, puisque cette famille se pose des questions sur partir, ne pas partir, en fonction des dangers, des risques. Et c'est ce qui se passe pour beaucoup de personnes qui sont en situation de guerre notamment. Que doit-on faire? Est-ce que ça va s'améliorer ou pas dans les prochains jours? Est-ce que ça va véritablement s'effondrer demain et ce sera peut-être déjà trop tard? Il y a un individu dans le livre qui décède, qui était resté et qui a eu aussi une sorte de traumatisme pour Aziza. Racontez-nous cette histoire peut-être de ce départ forcé, mais qui est aussi forcé à travers un assassinat d'un En individu fait, qui je était pense très que apprécié. Son Raymond Léris, pareil, hein, je l'ai découvert. Alors, je l'ai découvert, j'en entendais parler quand j'étais petite, mais je ne savais pas de qui c'était ce Raymond Léris. Et bon, du coup, j'ai fait des recherches et je me suis aperçue que c'était un musicien hyper important à Constantine, qui, ben justement, qui réunissait les communautés juives, musulmanes, catholiques, qui faisait beaucoup de concerts, il était invité pratiquement dans tous les mariages, c'était vraiment une figure hyper importante. Et donc, il a été assassiné un jour de marché, je crois que c'était en 61, ouais, à la fin de 61. Et beaucoup de familles ont pris la décision de partir, dont ma famille, à cause de
de ce décès, de cette mort violente. Et oui, donc je pense que je sais pas, je pense qu'il y a de nombreuses familles qui peuvent se retrouver là-dedans. Très bien. On va faire une petite photo de groupe. D'ailleurs, on a oublié de la faire tout à l'heure après la lecture de votre extrait. Voilà, ne bougez pas. Je fais la photo de groupe. Voilà, c'est bon. Parfait. Valérie, je vous ai posé deux questions en amont de la rencontre que je pose à chaque invité. J'aimerais savoir véritablement quel auteur méconnu, ou en tout cas que vous aimeriez remettre au goût du jour, vous avez choisi ce soir. Et si vous ne deviez en choisir qu'un livre pour partir, vous auriez choisi lequel Oula, finalement? alors oui, non, moi j'ai pas du tout j'ai pas du tout compris ça. Alors j'ai compris que c'était un auteur ou un livre méconnu. Oui, c'est Bon, ça. alors je partirai pas avec sur une île déserte, ça je Ok. vous le dis tout de suite. Mais alors j'ai choisi un livre d'un auteur qui est connu, qui est Joseph Kessel, donc qui est très connu. Mais le livre n'est pas très connu, il s'appelle Les Mains du Miracle. Je ne sais pas si vous connaissez. Oui, Oui. il n'est pas, je trouve qu'il est beaucoup moins connu que les autres. Et c'est en fait, c'est un livre qui m'a été conseillé par quelqu'un, vous savez, un genre de rebouteux qui fait des massages un peu magnétiques. Et voilà, c'est en fait, c'est un médecin finlandais qui s'appelle Felix Kirsten. Ça se passe pendant la Seconde Guerre mondiale. Et donc, il est spécialisé dans les massages thérapeutiques. Et il est appelé au chevet de Himmler, donc grand chef de la Gestapo, parce qu'il souffre de douleurs à l'estomac. Et donc, ce Kersten, là, c'est le seul à pouvoir le soulager. Et donc, c'est toute cette ambivalence qui va y avoir dans ce lien-là, parce que le fait d'être proche de lui, bon, bien sûr, il déteste cet homme, mais il a un pouvoir sur lui, c'est ses mains. Euh, et donc, il va, grâce à cette relation, ben, pouvoir sauver des milliers de victimes dans les camps de concentration. Et voilà, j'ai trouvé ça intéressant, d'autant plus que c'est une histoire vraie. C'est un roman, ouais, c'est un roman, mais c'est une histoire adaptée d'une histoire vraie. Donc voilà, j'avais envie de parler de ce livre que j'ai lu il n'y a pas très longtemps. Et Très bien. donc je ne l'emmènerai pas quand même. Voilà. S'il n'en resterait qu'un, non, ce ne sera pas celui-là. Très bien. J'aimerais qu'on revienne sur Aziza parce que on connaît en effet, vous racontez très bien ce carnet intime en 1929, mais on sait peu de choses ensuite de la femme qu'elle est devenue. Entre son mariage et la suite, quelle mère, quelle femme elle est devenue au-delà de ça? Quelles séquelles ça a eu sur elle, ce mariage forcé avec un mari qui a été, comment dire, coureur de jupons, voilà, très volage. Et on a l'impression qu'il se rattrape des années après en cédant à chacun de ses caprices ou à chacun de ses ordres, pour le coup, et c'est plutôt mignon comme approche, même si le mal est fait déjà depuis longtemps. Mais quelle femme était-elle? Comment vous l'avez... Moi, ma grand-mère, donc du coup, je l'ai connue. Elle a eu ma mère assez tardivement, donc elle était quand même âgée quand je l'ai connue. Bah, c'était une femme qui avait beaucoup de caractère, qui, ben justement, j'ai l'impression que mon grand-père, était vraiment à son écoute et il était un peu à ses ordres. Et c'est vrai qu'on a du mal à imaginer comment elle pouvait être jeune et comment elle a pu être discrète, etc. Mais bon, elle avait quand même une certaine réserve, c'est-à-dire qu'elle parlait pas beaucoup, elle analysait beaucoup les gens, elle les regardait et voilà, elle parlait peu, mais c'était toujours percutant ce qu'elle disait. Et surtout, euh, c'est pas quelqu'un qui se plaignait, mais ouais, elle faisait passer quand même beaucoup de choses. C'était une grand-mère attentive. Moi, j'ai vraiment adoré ma grand-mère. J'étais, j'ai eu la sensation de vraiment euh, la ressentir. Enfin, je ne sais pas comment expliquer ça, mais vraiment, j'étais très proche d'elle. Euh,
Donc, comme grand-mère, c'était une grand-mère qui cuisinait super bien aussi. J'ai des souvenirs culinaires assez incroyables. Euh, voilà, c'était quelqu'un qui avait une posture dans la famille. Mon grand-père était quelqu'un qui parlait beaucoup, qui avait beaucoup de bagou. Elle était plus discrète, mais elle avait un fort caractère, comme un pilier, vous voyez. Est-ce que ça vous a, est-ce que ce livre, ça vous a rapproché encore plus d'elle? Alors, Vous vous êtes je pense senti? que, en fait, non, en fait le fait d'écrire un livre sur elle, ça m'a rapproché d'elle. C'est-à-dire que ça fait quand même très longtemps qu'elle est décédée. J'avais 20 ans, ça fait plus de 30 ans. Euh, donc, voilà, j'ai fait ma vie, j'ai plus tellement pensé à elle. Et en fait, au début du livre, j'avais plus l'intention de parler du déracinement, de de la guerre d'Algérie, enfin, tout ce que ça avait eu comme effet sur moi, justement tous ces non-dits. Et le personnage de ma grand-mère est vraiment venu s'inviter, je peux dire ça comme ça, dans mon livre et a pris de plus en plus de place. Et en fait, à la fin, je me suis dit, mais en fait, le livre, c'est Aziza, quoi. C'est pas ce qu'au début, je voulais appeler ça rue d'En-Raymond, qui était la rue à Constantine, où ils habitaient. Mais en fait, je me suis dit, mais non, le livre, c'est ma grand-mère. C'est peut-être le déracinement, la guerre d'Algérie à travers son prisme, mais c'est quand même, je parle d'elle. C'est un hommage à ma grand-mère. Est-ce que vous avez hésité à rendre le roman encore plus fictionnel? Est-ce que c'est quelque chose qui vous a traversé l'esprit et quasiment de gommer toute trace familiale pour vous protéger peut-être, ou en tout cas pour ne pas forcément l'inclure dans le récit? Est-ce que vous vous êtes posé cette question? Mmh, non, non, non. Je voulais que ça soit un mélange. Je voulais, je voulais pas que ça soit que de la fiction, ni que du roman, que du réel. Je voulais vraiment que ça soit un mélange des deux. J'ai essayé vraiment d'imbriquer les deux pour que quand même ça sonne juste. Voilà, j'espère que c'est ça, que ça sonne juste. Ça sonne très juste. Et sur la structure narrative, vous vous êtes placé en tant que... Il y a une narratrice contemporaine, et de l'autre côté, c'est Carnella. Et les passages de Carnet d'Aziza ponctuent à chaque fois, sont là en tant qu'intercalaires, entre guillemets, avec la narratrice. Ça aussi, vous l'avez construit de manière plutôt naturelle, ou au contraire, vous aviez aussi eu l'envie de faire peut-être une première partie, imaginons, sur la vie d'Aziza et une deuxième partie de manière plus contemporaine. Comment vous avez décidé de mettre votre curseur narratif entre En ces alternant, ces vous voulez en dire? alternance? Oui. Ouais. Bah, ça, c'est un procédé que j'utilise assez régulièrement. Le journal, je l'utilise assez fréquemment dans mes livres. C'est quelque chose, je ne fais pas forcément exprès, mais c'est quelque chose qui revient beaucoup, l'idée du journal. Et bah, je trouvais que c'était plus adapté pour mettre du souffle plutôt que de raconter l'histoire. Là, finalement, il y a des chapitres sur le journal qui vont faire écho à ma vie d'aujourd'hui. Vous voyez, je voulais que ça fasse écho, que les chapitres se parlent en quelque sorte. Et je trouvais que c'était plus vivant si j'alternais plutôt que je faisais une première partie de la vie de ma grand-mère et une deuxième partie sur les effets que ça pouvait avoir sur moi. Voilà. Donc, moi, j'ai alterné ma vie, les réflexions de ma mère, le journal de ma grand-mère et les souvenirs que j'ai de mes grands-parents. Voilà, j'ai alterné tout ça et j'ai tressé, en fait. Voilà. Très bien. La deuxième question que je pose régulièrement aux auteurs qui passent ici, c'est celle du personnage de fiction dans lequel vous aimeriez vous incarner pendant 24 heures, et est-ce que vous auriez changé sa destinée? Alors, j'ai eu du mal à trouver. Alors, ce serait un personnage de fiction qui est loin de moi déjà. Donc, je sais pas, une aventurière, quelqu'un qui a peur de rien. Alors après, j'ai pensé
Le personnage qui est interprété par Uma Thurman dans Kill Bill. Kill Bill, pardon, comment elle s'appelle, Black Mamba, c'est ça, je crois. Ouais. Bon, voilà, parce que le côté humour noir, elle me fait vraiment beaucoup rire. Et puis les arts martiaux, voilà, la peur de rien, elle se venge. J'ai voilà, alors ça m'est venu comme ça, mais j'aimerais bien être dans sa peau pendant une journée, ouais, voir ce que ça fait. Et quelles seraient vos cibles par pure curiosité? Comment? Quelles seraient vos cibles? Ah, je sais pas, je n'ai pas réfléchi. Mais bon, c'est jouissif là de devoir de se venger comme ça sans penser à rien. Enfin, c'est, je sais pas, je la trouve drôle. Très bien. Eh bien, est-ce que vous nous feriez le plaisir de nous lire un deuxième extrait, Valérie, un second Oui. extrait? Alors, mes grands-parents, bah, je parle des objets justement. Mes grands-parents faisaient revenir petit à petit dans leur environnement des objets familiers, des objets qu'ils avaient sans doute possédés là-bas, comme s'il y avait une honte à évoquer ce qu'ils avaient perdu, ou peut-être n'avaient-ils pas les mots pour dire ce qu'est abandonner sa maison, ses biens, ses voisins, ses amis, le soleil, la mer, la lumière, son pays, précipitamment et sans retour. Quitter son lieu de vie définitivement et dans l'urgence en regroupant quelques affaires dans une valise. On est loin du départ choisi, d'une envie couvée depuis longtemps. Non, c'est le fracas d'un départ forcé. Devoir partir parce que sa vie est en danger. Pas de mots pour décrire cette émotion. Elle passe directement, elle passe difficilement par le langage. Elle se diffuse directement dans le corps. Se transmet par les attitudes, les silences, les peurs, une anxiété latente et chronique à laquelle j'étais particulièrement perméable. Trop de chagrin en pensée, plus facile d'avancer sans se retourner, quitte à amputer une partie de sa culture, même si elle déborde de partout, dans les objets, les mots en arabe que mes grands-parents échangeaient, la musique qu'ils écoutaient, les plats que ma grand-mère cuisinait, leur manière parfois maladroite de vouloir s'intégrer. Bien sûr que je percevais que ma famille venait d'ailleurs, mais je comprends aujourd'hui que cet ailleurs n'était ni célébré ni raconté, comme s'il était oublié ou honteux, comme si pour s'assimiler, il fallait dissoudre les particules d'une culture séfarade haute en couleurs et engommer toutes les aspérités. Ça ne suffisait pas d'avoir la nationalité française, il fallait absolument qu'on leur ressemble. Fusionner, se mêler, rejoindre, épouser, s'insérer, s'imbriquer, s'inclure, se fondre, se confondre, se cacher, se noyer, se perdre, s'évaporer. C'est la phrase que vous avez dit, mais s'assimiler parfaitement, c'est un peu disparaître, non? Ne pas se faire remarquer, sinon quoi? Pas facile lorsqu'on est auteur de répondre à cette injonction familiale. Elle est en contradiction avec le désir de se déployer, de transmettre, d'être vu, reconnu dans la lumière. Valérie. Comme vous l'avez constaté tous depuis qu'on lit les extraits depuis tout à l'heure, l'écriture est extrêmement sobre, pudique, vous n'en faites jamais des caisses, c'est à la fois évocateur et à la fois très puissant. Est-ce que vous avez une manière particulière de travailler justement sur l'émotion? L'émotion, elle nous parvient directement. Alors quand on est concerné, évidemment, c'est 10 fois plus fort, mais Oui, euh, comment vous travaillez ça? Est-ce que vous avez une manière particulière de travailler sur les mots, sur la narration, sur l'émotion, la puissance, le rythme? oui, par rapport au rythme, j'essaie d'être. Oui, quand vous dites c'est simple, hein, j'essaie de ne pas en mettre des tonnes, c'est sûr. J'essaie d'être le plus simple possible, mais voilà, en essayant de créer quand même une émotion. J'aime bien quand les phrases sont percutantes, qu'elles sont incisives. Euh, Après, ça se fait quand même assez naturellement, hein. Une fois que le texte est terminé, je peux enlever certaines choses, mais je pense que c'est ma façon d'écrire. Je me force pas non plus. J'ai pas une stratégie pour écrire comme ça. Je pense que c'est mon rythme. C'est le rythme que j'ai. J'écoute un peu le rythme. Voilà, c'est des phrases courtes, c'est des phrases.
je sais que j'essaie que ça soit fluide. Je relis tous mes textes à haute voix pour que ce soit le plus fluide possible. Mais c'est pas quelque chose que je trafique. Et est-ce que vous avez changé votre manière d'écrire en fonction justement du tissu familial que vous décrivez dans le roman? Est-ce que entre un roman et et un récit roman familial, est-ce qu'on change finalement d'angle, de rythme, de, Alors, de ouais. style? Ça, par contre, je crois pas. Je pense que autant j'ai écrit des choses très différentes, parce que j'ai écrit des dystopies aussi. J'ai écrit un livre sur une résidente dans un EHPAD qui est voilà, parce que je travaille dans ce lieu-là, donc voilà, ça m'a inspiré. Mais non, je pense que alors là, par contre, dans tous mes livres, peut-être que c'est les lecteurs qui ont lu plusieurs de mes livres, peut-être peuvent le retrouver. Je pense que ça, c'est quelque chose qu'on retrouve dans tous les livres. Cette façon d'écrire, je pense que j'ai la même. D'accord. Est-ce qu'il y a Avec des chapitres courts, tout ça, oui. Est-ce qu'il y a eu des moments d'ailleurs dans l'écriture où vous vous êtes confronté à des choses que vous ne vouliez pas voir ou que ou vous aviez peut-être occultées à travers les récits familiaux? Alors, oui, il y a quelque chose qui est venu au moment de l'écriture, c'est par rapport à ma grand-mère, par rapport à ma grand-mère, par rapport au fait qu'on disait d'elle qu'elle était froide. Vous voyez le chapitre où je dis, on disait d'elle qu'elle était frigide, alors que, vous voyez, c'est quand même hyper intime. Et moi, j'étais enfant et j'entendais ça. Et ça, c'est vraiment venu dans l'écriture. Et j'ai eu vraiment, c'est un chapitre hyper important parce que je pense que j'ai remis les choses à leur place, parce que je pense qu'elle était comme ça parce que son mari, parce que, voilà, parce que ce mariage forcé, parce que les enfants qu'elle a eus, toutes ces grossesses, enfin, j'ai remis les choses à l'endroit. Ça, c'est quelque chose que j'avais pas du tout prévu et je pense qu'il est très important dans le livre. Et peut-être que ce n'était qu'une rumeur aussi qui prouve que c'était réel. De Ah Cette- oui, en plus, mais en fait, ce qui était dingue, c'est qu'elle endossait cette chose-là, qu'on dit ça d'elle, justement pour excuser que mon grand-père, parce que voilà, vous savez, à l'époque, il allait voir ailleurs, c'était un homme viril, et toute cette époque-là où c'était bien vu qu'un homme ait des maîtresses, et elle devait endosser ça aux yeux de tous, et en plus, ben voilà, c'est peut-être à cause d'elle qu'il était comme ça. Enfin, non, voilà, c'est. Et ça, je pense que j'ai eu besoin de le remettre à l'endroit. Eh bien, Valérie, pour terminer cette rencontre, j'aimerais qu'on rende un hommage à cette grand-mère, à Aziza. Qu'est-ce que vous aimeriez lui dire aujourd'hui? Euh, Qu'est-ce qui pourrait, entre guillemets, sublimer encore davantage ce roman-là? Qu'est-ce que vous lui diriez si vous pouviez vous adresser à elle? Je pense que je lui dirais merci pour tout ce qu'elle m'a apporté, tout l'amour qu'elle m'a donné. Alors oui, il y a aussi que par rapport à cette grand-mère, c'est comme j'ai perdu mon père très jeune, j'ai quand même, elle m'a beaucoup gardée quand j'étais petite. Enfin, il y a tout ça. Elle m'a transmis énormément de choses, beaucoup d'amour. Voilà, je sais pas quoi dire de plus. Voilà, je lui dirais merci. Je lui dirais merci pour tout. Et je pense que les grands-mères elles se rendent pas compte parfois comme ça peut être important pour les petits enfants. C'est quand j'étais chez elles, il y avait une espèce de structure, il y avait quelque chose de très contenant qui me faisait beaucoup de bien. Elle parlait peu, mais elle me transmettait des choses. Voilà. Et d'ailleurs, cette photo, c'est elle qui me l'a donnée. C'est ça qui est fou. J'aurais jamais pensé que, ben voilà, Que ça finisse sur un elle. jour. Ouais. Et en effet, vous la décrivez très bien dans le roman. D'ailleurs, comment dire, on la reconnaît très facilement à vos mots, sans savoir encore que c'est la couverture du livre, mais on la devine extrêmement Ouais. bien tant que vous la décrivez parfaitement, avec ce visage en effet extrêmement
Poupon. Alors, elle a Ouais. 16 ans. Là, on imagine donc qu'elle a 16 ans. Non, non, là, elle n'a pas 16 ans. Elle a pas Elle 16 ans, a là? 26 non, c'est une photo que je Ah, décris dans là. Elle a 26 ans. Elle a déjà trois enfants. Non, non, la photo que je crois qu'elle a existé, mais je l'ai pas, la photo quand ah, elle avait d'accord. 16 Vous ans. décrivez, Mm. d'accord. Ok, très bien. Oui, en effet, il est marqué photo d'archives familiales. Donc là, pour le coup, la photo est véritable. Là, on peut le dire. Elle est véritable, mais elle est pas, elle a été colorisée. Elle a D'accord. été. Après, vous voyez, c'est pas forcément les mêmes dates. J'ai fait un petit mélange, mais j'ai fait une petite mayonnaise. Ok, très bien. Eh bien, merci infiniment, Valérie Clot, pour cet instant. Et donc, je le remonte, c'est Aziza aux éditions Bûcher-Chastel qui est sorti il y a très peu de temps. Il est sorti début mars, je crois, de mémoire. Non, le 3 avril. 3 avril, rien à voir. Voilà, Ouais. c'est un mois après. Bon, ça fait pas très longtemps, hein, ça fait même pas une semaine, hein, une semaine et quelques jours. Merci infiniment, Valérie. Très belle soirée à vous. Merci Je beaucoup. souhaite le meilleur pour Aziza et son parcours romanesque à présent. Merci. Au Et revoir. bonsoir à tout le monde. Au revoir tout le monde. Au revoir.